Et qui nous as-tu amené comme vigneron cette fois-ci? D'habitude, tu fais tout un laïus, Vinoscopie, c'est moi qui vais le faire. Donc Vinoscopie, qui en est à sa 19e édition, donc ça veut dire son 19e vigneron. Cette semaine, nous faisons un petit écart géographique, puisque nous allons en Gaspésie. C'est quand même un petit peu exotique pour beaucoup d'auditeurs. Oui. D'ailleurs, j'évalue environ à 85% le nombre d'auditeurs qui savent pas ce que c'est la Gaspésie, et dans les 15%... C'est un pays où il y a des ours. Voilà, on donne un indice. Gaspésie, en même temps, les 15% qui restent, ça ne savent pas où c'est. Il y a 2% qui savent dans quel pays c'est et à quel endroit de ce pays ça se trouve. On a trouvé un vigneron sous une frite catalane à Caramani qui s'appelle Charles Gauthier Marcil. Il paraît très jeune, mais en réalité, il n'est pas si jeune que ça. 200 ans. On le saura bientôt parce qu'on va lui demander. Donc, Charles Gauthier Marcil est vigneron à Caramani. Donc, je tiens à dire un truc qui est important, c'est que depuis 40 ans, Caramani, c'est la coopérative. Et que là, tout d'un coup, comme ça, qui émerge comme le monstre du Loch Ness de son étendue lacustre. Et soudain surgit face au vent. Soudain survint un vigneron indépendant à Caramani. Voilà. Il s'appelle Charles Gauthier Marcil et son domaine s'appelle l'Atelier Vigneron. L'Atelier Vigneron. Bien. Eh bien, c'est lui dont nous allons essayer de découvrir un peu qui il est, qu'est-ce qu'il fait, et puis en fin de Vinoscopie, on goûtera. Donc, rituellement, je demande à la personne de se présenter. Charles, tu me dis qui tu es, pourquoi tu t'appelles Gauthier Marcil, où est-ce que tu es né, qu'est-ce que tu as fait de ta vie, quel âge tu as. Voilà, à toi. Pourquoi attends jamais le nom commun Oui, ben, moi je m'appelle l'héritier, je peux te dire pourquoi. Hein. Ah, oui. Moi je m'appelle Codeville, je peux te dire aussi pourquoi. Je pense que je curé traditionnel, c'est bien passé. Oui, en général, quand on dit Codeville, il y a des curés traditionnalistes qui passent dans le fond. Bon, est-ce qu'il peut parler on vote? Oui, non, mais vas-y, Charles, excuse-nous. Tant que si on dit... Faut parler fort, là. Ouais, bon, voilà, un peu. Alors, déjà, le nom, je pourrais pas expliquer l'origine de mon nom. Enfin, et pourquoi il est composé? Pourquoi il est composé, ça, je peux... Oui, ben voilà. Ouais, tout à fait. Alors, c'est composé du nom de ma mère et du nom de mon père. Très bien. Au Québec, c'est assez fréquent. Ah, mais on n'a pas encore dit que... Ben voilà. Ah, ben voilà. Là, une révélation. Mais parce que je t'entendais parler de la Gaspésie, je me disais, mais pourquoi tu me dis Gaspésien? Je suis parce que tu as dit à confrontation, tu as parlé de Gaspésie. Oui, alors, ça serait bien d'expliquer qu'est-ce que la Gaspésie. Voilà. La Gaspésie, c'est le bout du monde. Hein, dans un langage autochtone, Quespec veut dire le bout du monde. Ah bon, c'est le sens de Gaspésie? Ouais, mais alors la Gaspésie, c'est le pays du bout du monde. Tout simplement. Comme Finistère, un peu. Comme Finistère. Bah, alors, il vient du Finistère du Canada, donc. Si vous regardez sur une carte géographique, vous verrez qu'il y a un bras de la France qui part dans la mer, c'est le Finistère, et il y a un bras du Québec qui part dans la mer, c'est la Gaspésie. Et c'est deux bras qui se répandent. C'est lié au Labrador, des trucs comme ça? Non, le Labrador est au-dessus. D'accord. Et ça, on l'a perdu, le Labrador. Le Labrador, il s'est pas perdu dans le Finistère. Le Québec, plus le Labrador depuis... Est-ce qu'on peut reprendre le Québec? Ça appartient à l'Ontario? Non, à Terre-Neuve. En fait, Terre-Neuve était une colonie britannique indépendante du Dominion du Canada. Mais on leur a dit, venez avec nous, en échange, on vous donne un bout du Québec. Bah, souvent, les et c'est canadien, alors. Oui, c'est canadien. Ça fait partie de la fédération? Oui. Au même titre que l'Ontario et le Québec? Au même titre, oui. Mais il n'y a pas y avoir beaucoup d'habitants, non? Non, au Labrador, non. Il y a des chiens. Terre-Neuve et Labrador, l'appellation de la province. Essentiellement, il y a des canidés. On va pas parler de ça. Tout le monde sait que c'est le même chien, mais on n'est pas là pour ça. On n'a pas souvent Charles avec nous. Donc, où es-tu né? En quelle année? Alors, je suis plutôt né à Québec. La capitale donc, du Québec. Voilà. Celle qui a donné son nom à la province du Québec. Montre-moi la Gaspésie. Alors la Gaspésie, c'est ce bras là, ici. Je vais le montrer à l'écran. Oui. C'est où? Montre-le. Au-dessus du NB. Au-dessus de NB. Est-ce que tu peux faire un gros plan sur NB? Attends, non, il y a le reflet de ton téléphone. Bon, alors je sais pas. Non, laisse. Ça a été une tentative. Non, c'est bon, on voit. On voit NB. C'est au-dessus de NB. Oui, ça y est, je vois. C'est bon. Donc c'est à ma droite. Donc, à côté de PE. C'est un bras. Voilà. C'est le bras qui s'allonge. Et si on regarde le Finistère, il lui répond. Oui, de très loin, mais. De très loin. Si on enlève tout le reste, symboliquement. Alors, Terre-Neuve et Labrador. Bravo, Québec, on voit. Mais merci, on a appris des trucs. Punaise. Et la Gaspésie, tu me dis qu'elle est au-dessus d'NB, là? Alors, c'est ça, là. C'est cette péninsule. C'est quoi la grosse ville, du coup? Anticosti. Ah ouais. Alors. Antipasti, tiens. C'est là que tu es né? Non. Alors, Québec, ils viennent te le dire. Québec, raconte la capitale. Non,
ma vie, enfin, oui, ma vie, elle a commencé à Québec. Ben, je suis né à tel endroit, en telle année. En telle année, en 1991, en 21 mars, un jour de printemps. Voilà. Il pleuvait apparemment. Et 23, 32 ans. À 6h50 ou 6h10. Ah, moi aussi, je suis né vers 6h. Ouais. Bon. On est vachement intelligent, Ah bah, ils sont nés à 6h. On s'est levé tôt. Les autres sont jaloux. On s'est levé tôt. Alors, par contre, c'est 6h10 en Amérique. Donc en Europe, c'est midi. Mais tu es né à Québec ou au Québec? À Québec. À Québec. Donc au Québec. Ouais. C'est ça. Mais dans la ville de Québec. Dans la ville de Québec. Ouais. Et pourquoi? Ta mère, qu'est-ce qu'elle y faisait là? Qu'est-ce qu'il faisait? Mes deux parents sont fonctionnaires. Travaillaient pour l'État. Fonctionnaires du Québec. Du Québec, ouais. D'accord. Bon, Québec. Ça, on va pas t'embêter davantage. Oui, est-ce que tu as des frères et sœurs? Oui, un grand frère. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, lui, il est spécialiste au ministère de l'économie du Québec pour les jeux vidéo, le secteur des jeux vidéo. On a bien fait de venir. Il faudra que tu lui dises que tu as été enregistré. Ah oui, non, mais... demain, toute la famille, Gauthier, Marcille, etc. Demain, tout le Québec le sait, par mon frère. D'accord. Bon, alors voilà, on a un garçon qui est né en 91 à Québec, au Québec. Comment ça se fait que tu sois allé? Qu'est-ce que tu as fait jusqu'à la Gaspésie? Et qu'est-ce que tu as fait depuis la Gaspésie? Voilà. Alors oui, né donc dans une famille de fonctionnaires, clairement, dans une famille pour qui l'État, ça voulait dire quelque chose. Quoi, le bien public qu'on organise ensemble, et ça voulait dire quelque chose. Donc ça, c'est déjà un point. Et pour qui travailler... Tu veux dire que pour toi, c'est encore important, cette notion? Travailler pour le Québec? Non, le bien public. non, mais j'en la Res Publica. La Res Publica, oui, ça veut dire quelque chose. Alors, est-ce que je le conçois de la même manière dans un État organisé comme eux le pensaient? Enfin, mon père était là avec beaucoup d'autres, hein, mais je veux dire, à la naissance de la fonction publique québécoise. On l'avait envoyé faire un stage à l'ENA. Ah bon, quand même? Oui, c'était cette génération de gens qui croyaient en certaines choses et qui avaient beaucoup d'espoir dans l'État social pour faire sortir le Québec de la pauvreté et de la misère intellectuelle, qui était son lot, dans laquelle les Anglais nous avaient... bravo, mais punaise, c'est super. Bon, voilà. Non, mais tu as raison, il faut les dénoncer. Bon, donc là, on sait qui était le monde de la famille dans laquelle tu es né. Voilà. Bon, tu as fait tes études à Québec? Oui, à Québec et à Paris. À Paris. Tu n'es pas allé à Montréal? Non, jamais. Non, exprès? Alors, j'ai jamais aimé les grandes villes. Et ça, c'est une grande ville. C'est une grande ville. Alors, Québec, combien d'habitants et... Non, mais c'est moi qui interviewe. Toi, tu tiens la caméra, tu fais l'introduction, mais tu viens pas m'emmerder. Alors, je tiens pas la caméra. Non, c'est plus Vinoscopie, c'est toi qui le fais, tu me le dis. D'accord? Bon. Parce que t'as pas encore compris depuis 5 ans. On lui a dit que c'était en direct. Alors, c'est qu'il fait chaud, on ne sait pas que j'ai particulièrement soif, mais il fait chaud. Donc, on est en train de se prendre une boisson désaltérante, et en fin de Vinoscopie, nous goûterons les 2 cuvées que Charles nous a menées. Donc, tu aimes pas les grandes villes, d'accord? Non. Et donc, du moment où tu sors du lycée, jusqu'à la Gaspésie, qu'est-ce qui se passe? Oui, vous sortir du lycée. Alors, l'histoire, c'est que j'ai interrompu mes études au lycée, au départ. Ah, tu n'as pas fini le lycée? Non, j'avais commencé là-bas, parce qu'il s'appelle plutôt le cégep. Ouais. C'est une grande usine à diplôme où il y a beaucoup de gens et allez, on envoie... Tu voulais pas la ça? moulinette? Non, j'avais pas envie de ça, j'avais envie d'un peu de défis, et il n'y avait pas beaucoup de défis. Voilà. Des filles ou des filles? De défis. Il y avait beaucoup de filles. Ah ouais, non, des filles, oui, il y en avait. Non, ça c'était une belle période. Ce qui est des filles. Mais des filles, non, pas beaucoup. Et bon, je me suis dit, allez, il y avait une possibilité au Québec que, bon, à 21 ans, si on n'avait pas fait l'équivalent d'un bac, on puisse entrer quand même à l'université si on pouvait attester d'avoir vu le monde ou d'avoir eu des expériences professionnelles, autre chose. Puis je me suis dit, allez, je pars, je découvre, je fais... Et mon plan, c'était... Alors, on parle de Charles à 21 ans. Non, même pas, non. J'avais 17, 18 ans. 17, 18. Tu savais déjà que tu n'allais pas finir le lycée? C'est ce que je voulais. Alors, j'avais arrêté, j'avais tout arrêté, et je me dis... Allez, et tes parents, ils étaient pas un peu choqués? Oui, non, mais... Et un peu effrayé. Il y a eu des frictions. Et un peu effrayé, tu vois, par l'histoire que je vais te raconter. Alors, on te coupe plus, là, par le plan que j'avais. Parce que mon plan, c'était de partir avec un carton rempli d'un vélo, avec 2 sacoches, le mettre dans l'avion, prendre l'avion de Montréal jusqu'à Paris. À Paris. Ouvrir le carton, rassembler le vélo rapidement, et partir en faisant un tour de France jusqu'à Toulon.
ou à Marseille, en fait, je savais pas trop. Un endroit où il y a des bateaux. Des bateaux, et m'engager dans la marine marchande pour 3 ans. C'était ça. Et le vélo, tu le prenais dans le bateau ou tu le laissais, ou tu le revendais à Marseille ou à Toulon? Ah ben ça c'était pas, non, ben dans la cabine, je me disais que j'aurais de l'espace, je pensais pas à ce détail-là. Et tu leur as donné, ce plan? Oui. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils étaient très inquiets. Et ouais, ils étaient très inquiets. Et les amis de la famille étaient pas chauds non plus à l'idée. Et l'idée que tu sois marin, non, pas plus que ça. Bah, il n'y a pas de tradition familiale. Ah non, mais non, on pourrait croire, hein, parce que ouais, voilà, c'est ça. Ce projet, c'était pour revenir avec dans tes bagages, pour accéder à l'université, une expérience. Ouais, exactement. Ton idée, c'était ça à la place du bac. Ouais, avoir vu le monde. En fait, un peu, c'était ma version adolescente du Grand Tour à l'anglaise. Italienne. Ouais, oui. Enfin, du Grand Tour dans les Anglais en Italie. En Italie, voilà. Du Grand Tour, tu vois le monde et tu te découvres. C'est quand même un peu anglo-saxon. Tu as raison de dire ça. C'est un peu anglo-saxon. Ouais, c'est très byronien. Parce que les Français n'éprouvent pas le besoin. Ah non, mais... Malheureusement, ils ont tort d'ailleurs, probablement, mais ils ont l'impression qu'ils sont le nombril du monde et que donc ils n'ont pas besoin d'aller voir ailleurs. C'est pas le cas. Mais les Anglais ont maîtrisé le monde parce qu'ils sont allés voir ailleurs. Les Français, ils l'ont moins maîtrisé. Ça fait rien. Toi, c'est passionnant. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, ce qui se passe, c'est que j'atterris à Paris. Ah, tu l'as fait? Oui, le vélo, tu l'as mis dans le carton? Oui, mais c'est pas la dernière fois que je l'ai fait. Ça, je l'ai refait il y a 3 ans pour... on verra, on n'est pas encore là. Mais ce plan de tout quitter puis du vélo, ouais, ça c'est fort. Incroyable. C'est une tendance forte dans ma vie. Je sens que une fois qu'on a des vignes, je pense qu'on... TF1 va nous racheter l'émission. Ah oui, c'est plein de péripéties. Mais tu auras le droit de refuser. Tu as les droits dessus. Alors, où on est? Oui, j'arrive à Paris. Tu arrives à Paris. À Orly, pour être plus précis. Ouais. Donc, je remonte vers Paris. J'avais réservé une chambre dans un hôtel, une auberge jeunesse pour la nuit. Une chambre, un lit dans un dortoir. Ça, tu avais combien? 18, 19? Tu as mis un an pour le préparer? 18 ans. Ah, tu as fait ça tout de suite? Ouais. Ah oui. Ah non, mais... On t'a donné le blé pour acheter le vélo? J'avais travaillé dans une librairie tout l'été. Travaillé dans une librairie. D'où Lord Byron. Voilà. Et donc j'atterris là, j'atterris dans l'auberge jeunesse à Paris. Je m'installe, puis bon, en baronnier ou en romantique de 17 ans, je sors le journal dans lequel je prends des notes sur mon début de voyage. Non mais vous allez voir, j'ironise parce que c'est quand même, ça devient un peu ridicule. On se régale. Non. Une fille pénètre dans l'auberge. C'est rare. Avec quelques Allemands. Ça arrive à Paris de temps en temps, tous les 40 ou 50 ans. Il y a toujours des Allemands à un moment. La fille, je lui dis, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'elle est jolie. J'ai très envie de lui parler, oui. Et bon, elle est avec des Allemands. Ah. Non. Elle est allemande? Et je parle allemand. Et donc, pourquoi tu parles allemand? Parce que j'avais été je sais pas, ça va être entre 15 et 16 ans, j'avais passé une saison en Allemagne. Donc vas-y, qu'est-ce qui se passe? Et voilà, donc je vais aborder les Allemands, mais avec une idée derrière la tête. Oui. Aborder la fille. Il y a des saucisses là-bas. Alors? Il n'a pas le droit, mais bon, il a le frein. Je suis dans vos têtes uniquement, donc vous devriez pas être. Enfin bon, bref. Ne l'écoute pas, hein. C'est horrible. Et donc ça fonctionne. Ça fonctionne. Ah, tu l'as mal. Je l'invite à dîner, on va dîner. Je suis un peu perdu. Dès le soir même, décalage horaire complètement. Vous consommez le soir. Ah, non, j'ai 17 ans, oui, à 17 ou 16, on est des gamins. Des petits bécos quand même. Des petits bécos, on y va doucement. C'est mignon. Mais mon projet de partir tout de suite... tu veux plus partir maintenant? Ah non, il faut rester. T'as pas volé la bicyclette? Non, j'avais la bicyclette que je verrouillais bien. Ouais, c'est vrai qu'à Paris, ça m'est jamais arrivé, ça. Parce qu'au Québec, on ne vole pas trop les bicyclettes, non? Si, oui, à Montréal, je pense. Ouais. Donc, là, on est là, scotché par cette affaire. Ben oui. Et donc, je reste à Paris, je me dis, bon, je reste une semaine, on va voir ce qui se passe. Et finalement, je reste tout un mois. Au bout duquel je me suis trouvé un appartement, je me suis trouvé un petit boulot, je garde des enfants dans un appartement bourgeois. Tu parles quelle langue? Ah, il parle français. Il parle allemand. Tu parles français. La dame travaille au Sénat et monsieur est avocat, mais j'ai oublié leur nom. Du Boulay. C'est ça. Des gens bien. Des gens bien, mais qui acceptent parce qu'ils se rendent compte assez vite que j'ai pas de
papier. J'ai un visa de touriste. Mais qui acceptent parce que, bon, bah, au moins, je peux parler anglais avec leurs enfants. Ah, tout de suite, ils ont vu qu'ils avaient payé quelqu'un pour vous donner des cours d'anglais au prix du babysitting. Voilà. Ils sont malins, les Français, quand même. Mais j'y trouve mon compte. J'y trouve mon compte parce que, bah, tu vois, c'est une belle maison bourgeoise où, bon, ils lisent dans le 16e? Je sais pas s'ils lisent beaucoup, mais ils ont que des Pléiades partout. Ah oui, bon, voilà. Il y a des enceintes monstrueuses, un système de son. C'est en quelle année, ça, à peu près? 1791 vers 2008. Ouais, 2008. Et donc j'atterris là, je suis bien, un mois, le deuxième mois commence, puis je me dis, bah, en fait, ouais, j'ai pas de papier, pas de visa, dans 2 mois, il faut que je sois parti, quoi. Sinon, enfin, il n'y a pas de facilité Québec-France? Non, je demande. Si, alors la question est bonne, je me dis tout de suite, bah voilà, on est français. Patrie, quoi. Ouais, voilà. On peut m'accueillir. Attention, si Louis Alliot écoute ça, il va m'appeler. Non, il écoute pas. Voilà, non. okay. Il est en clinique, là. Il vient de me dire. Il est en clinique, d'accord. Ouais. On s'en fout. On s'en fout, non, mais fais comme je n'existais pas. Et donc, oui, il y a des facilités pour un Québécois de venir, c'est sûr, pour des Français de venir au Québec. Oui, ça on les connaît, mais on n'en parle pas aujourd'hui. Oui. Sauf qu'il faut être de l'autre côté. Il faut être au Québec quand on commence les démarches. Ah oui. Déjà arrivé. Tu peux pas dire je suis là donc donnez-moi des papiers. Voilà. Donc, non. Et alors qu'est-ce qui s'est passé? Ben, ce qui se passe, c'est que je me dis bon, bah, allez, il faut que je parte. Et ben, il faut que je trouve une solution. Et alors à ce moment-là, je suis en colocation avec un type qui travaille dans un collège où ils ont des enfants qui ont différents, des troubles autistes, ce genre. Et c'est un collège adapté où ils font passer différents niveaux à leurs gamins, peut-être des fois 3 ans d'un coup, à distance, par le CNED. Bon. Et il me dit, bah Charles, ça t'emmerde l'école, parce que c'est pas assez rapide, allez, tu le fais d'un coup, tu t'inscris au cours en ligne, c'est ton rythme qui décrit. Tu as été au CNED en France? Au CNED. Sans avoir les papiers? Sans avoir les papiers. Ils t'ont pas demandé ton document d'identité? Non, parce que tu peux être partout dans le monde pour faire le CNED. En fait. Tu donnes l'argent à l'État français. En fait. Et là, qu'est-ce que ça fait? Eh ben, j'ai fait le CNED. Mais t'as passé le bac? Mais j'ai passé le bac à Montréal. Et je me suis inscrit. Au lycée français de Montréal? Le bac français? Oui, le bac français. Mais tu es où là, quand tu le passes? À distance à Paris? À distance d'abord à Paris. Et ensuite, je rentre au Québec parce qu'il le faut. À l'échéance. Mais en faisant mon tour de vélo jusqu'à Marseille. Je l'ai quand même fait. En passant. Mais tout ça a pris 1 an quand même. Ah non, 2 mois. Ah, 2 mois, oui. Ouais. Ah non, il fallait que je rentre, fallait que je sois rentré, tu vois, je sais pas quand, mais. Et la petite Allemande, tu as laissé tomber. Ah, mais elle était pas allemande, elle était française. Des Allemandes qui vont avec des Francs, c'est horrible. C'est des questions d'échange, il y a pas de, non, mais. Elle a été tondue, tu fais ton Tour de France en vélo. Tu croises pas le Tour de France, le vrai, heureusement. Et tu rentres au Québec. Je rentre au Québec. Et là, qu'est-ce qui se passe une fois que tu as le bac? Une fois que j'ai le bac, je m'inscris à l'université, en philosophie. Voilà. Oui, quoi, non, mais on voit la différence. Pas dans une filière de bourrique, en philosophie. Non, il était pas Action Co, tu vois. Qui oserait pas parce qu'ils auraient peur de pas comprendre. Lui, il y va. Hein. Voilà. Donc, tu vas en philosophie. À Québec. À Québec. Parce que je crois, qu'on peut le dire, parce qu'on a la personne qu'il faut, je crois que l'université de Québec, au Québec, elle est assez réputée. L'université Laval, ouais, L'université Laval, c'est une des plus réputées du Canada, non? Oui, c'est une des plus anciennes, déjà. Ouais. C'est la plus ancienne d'Amérique, en français. Et elle s'appelle Laval, pourquoi? Ah oui, Laval, voilà, parce que... Monseigneur de Laval. C'est pas le même. Montmorency de Laval, donc c'est un cardinal. Bon, mais donc là, le premier archevêque. D'accord. Donc toi, tu t'es inscrit en philosophie, ça dure combien les études de philosophie au Québec? Alors, il y a c'est une licence que nous on appelle le baccalauréat. Ouais. 3 ans. Ensuite, oui, c'est bachelor, en fait. Vous traduisez de l'américain. Oui. Ouais. Tu le fais, le bachelor, en 3 ans? En fait, non, je fais une année à Québec. Et comme, j'ai toujours ma parisienne à Paris. Donc, j'ai dit, bon, allez. La petite que tu avais vue de 17 ans? Ah, tu es fidèle quand même. Oui. Et donc, je retourne. Mais t'as pas les papiers? Non, mais si, là, je les ai parce que j'ai compris. Cette fois-ci, j'ai compris. Cette fois-là. Tu repars pas sans papier? Ah non, je repars pas sans papier. Là, des papiers d'étudiants d'échange. Donc, là, tu as 21 ans ou pas encore? 20 ans? 19? Je dois bien avoir 21 ans, oui. Bon, tu as fait 3 ans de 2011-2012. Tu as le bachelor. Ouais. Et tu t'inscris pas en maîtrise, en post-bachelor. Ah ben là, tu vas trop vite. Mais bon. Alors non, prends ton rythme. Mais aujourd'hui, elle durera un peu plus que d'habitude. Non, mais de toute façon, c'est pas nécessairement intéressant. Ça nous intéresse. C'est des tribulations d'un Québécois en Chine, enfin un truc comme ça. Alors je suis allé trop vite. Tu as le bachelor. Tu as le bachelor et qu'est-ce que tu fais là?
Qu'est-ce que je fais? Alors, j'ai pas encore le bachelor. Quand j'arrive à Paris, je suis juste en L2. En L2, je vais à Paris 4. Je la suis en L2. Paris 4? Paris 4, ouais. Paris Sorbonne. Sorbonne, oui. Sorbonne. Quand même. Là, tu l'as déjà dit l'autre jour. La confrontation. La Sorbonne, le mec, il fait philo à la Sorbonne. Non, mais la Sorbonne, oui, bon. On lui sert un beau plat de riche, il le prend. Il dit pas, je veux la soupe populaire. Pour être bien franc, la Sorbonne, c'est pas ce que c'était. Comme disait Umberto Eco dans Le nom de la rose, Azzo, si je savais tout, je serais à Paris, sous-entendu à la Sorbonne. À la Sorbonne, mais la Sorbonne du Moyen-Âge, c'est une institution. La Sorbonne, c'était le phare du savoir intellectuel planétaire. Voilà. Maintenant, ils sont woke. C'est une université parmi d'autres. Et surtout, la faculté de philosophie, ou enfin, l'UDR, ou je sais pas comment ils appellent ça, ils ne parlent même pas en faculté. C'est une sous-faculté de l'ENS. Oui, mais c'est là qu'on enseignait les Deleuze et Guattari, quand même. Ah, non, Deleuze, c'est... Il y en a quelques-uns qui ont enseigné connus, non? Oui, oui, il y a des grands, mais bon, je veux pas les nommer. Bon, oui, voilà. Parce qu'ils sont plutôt de l'autre côté, quoi. D'accord. D'accord. Donc, tu fais L3, tu fais à la Sorbonne? À Paris 4? Non, la L2. L2. Et bon, ça se passe pas très bien avec Gertrude. Gertrude, qui est pas Gertrude. Elle est pas allemande. Elle est pas allemande, non. Oui, mais quand on traîne avec des Allemands. Ça se termine un peu de manière compliquée, quoi. Assez vite, et donc, l'année, et donc je rentre. Tu es peiné? Hein? Tu es peiné, tu lis du Lord Byron, tu es triste. Alors là, à cette époque-là, c'est plus du Lord Byron, c'est peut-être, je suis peut-être dans, c'est pas le Juline. Je suis peut-être dans du Bélé, Joachim. Ouais. Le Claire Marin, la douceur angevine. Oui, oui, voilà, exactement, en fait. Heureux qui, comme Ulysse. Heureux qui, comme Ulysse, mais, est rentré chez soi, quoi. Il y a aussi cette idée-là, je me sens à Paris comme du Bélé à Rome, c'est-à-dire devant des monuments, devant de la pierre, devant des choses, mais qui me sont complètement interdites. Et ton cœur est ailleurs. Qui me sont complètement interdites. Ça appartient à d'autres. C'est une histoire millénaire, mais qui n'est pas la mienne. Et là, je comprends enfin que être québécois, c'est pas nécessairement être français, en fait. Non. Il t'a fallu du temps. Non, mais, alors, c'est, au Québec, dans les familles, disons, on va dire, vous diriez du PS, quoi. Bobo, quoi. Bobo, sociodémocrate. Sociodémocrate et indépendantiste. D'accord. Bon, on veut se donner l'impression qu'on est français, quoi. C'est toujours, on a toujours un ami de la famille c'est nos amis français. Ouais. Nos amis français. Ouais. Fin de semaine dernière, on est allé manger chez nos amis français. Oui, quand j'imite, je vais pas dire ma mère, parce que si elle l'écoute, elle va dire, t'es pas... Elle l'écoutera, c'est sûr. Oui. N'oublie pas. Non. Alors, avoir des amis français, c'est bien vu, quoi. Puis ça a toujours été ça. Et ma mère, en fait, il y a ça c'est plus récent. Je fais une situation. Quand je lui ai dit, il est possible, maman, qu'on me naturalise, quoi. Je vis ici, à un certain moment, ils vont bien dire, oui, ok, maintenant t'es français. Non, faut que tu le demandes. Je vais le demander. Mais... maman, le demandant. Il va le demander, hein, c'est pas, ça va pas lui tomber dessus. Et elle me dit, non, mon fils va être français. Mais on peut, ah oui, c'était un nom. Bah oui. Ah oui, c'était... Jacques Cartier soit avec toi. Pas prévu, c'est que tu serais aussi catalan. Ah oui, ben là, ça... Bon, on en parlera après. Hein. Oui, c'est déjà compliqué, on va pas perdre les gens. Alors, s'il y a quelque chose, s'il y a une écoute toujours attentive pour la France au Québec, il y a évidemment une écoute attentive aussi au Québec pour la Catalogne. Alors, bien surtout pour la Catalogne Sud. Oh, bien sûr. Parce que l'indépendantisme y est plus fort. Mais bien sûr. Et surtout, il est de gauche, là-bas. Comme chez nous. Ah non, t'as les deux, t'as du centre droit, camarade. Ah, du centre droit, mais alors on peut s'accommoder de centre droit. En Catalogne, je peux pas parler du Québec, mais en Catalogne, l'indépendantisme n'existe pas dans l'extrême droite, commence au centre droit et va jusqu'à l'extrême gauche. Et le français moyen, qui a des œillères, croit que nationalisme égale réductionnisme égale extrémisme égale fascisme égale à droite. Ben c'est la faute à Mitterrand. Les français, quand il y a eu la crise catalane, ont considéré que les nationalismes, encore des gens comme même Attali, que je trouve très très brillant, la muse, rentrent dans ce piège. En réalité, parce qu'ils ont une méconnaissance, ils n'arrivent pas à comprendre qu'on puisse être indépendantiste d'extrême gauche. Mais Attali, il est ami de Mitterrand qui disait le nationalisme c'est la guerre, c'est aussi pour ça. C'est pas toi. Ah bon? Bon, vas-y, reprends. Nos nationalismes sont d'émancipation. Et nos nationalismes sont républicains. Voilà. Toujours. Et en Espagne, c'est comme au Québec. Voilà, au Québec, beaucoup de Québécois, ils veulent pas la reine d'Angleterre, enfin, du roi actuellement. Et pour eux, c'est pareil en Catalogne. Donc là, c'est vrai que c'est mal compris en France. C'est pour ça que j'en parle pas toujours. Non. Et surtout pas du monde nationaliste.
On en parlera une autre fois, mais hors antenne. L'indépendance, oui, parce que l'indépendance, on entend quand même... C'est l'émancipation, l'émancipation, on entend l'émancipation. Nationalisme, en France, ça passe mal. Et à raison, hein, je vous dirais, l'histoire aussi. Non, mais en France, on a inventé le mot communautarisme qui, ailleurs, a un autre sens. Oui. Bon. Donc, mais ça, on va pas faire le procès de la France, parce que ça prendrait trop de temps. On va parler de... Par contre, l'Angleterre, on peut y aller. Je fais plus d'inoscopie, hein. C'est bien, on y a cru. Intimidation. Ouais. Tu peux intervenir, mais pas une fois toutes les 2 minutes. Voilà. Tu vois, c'est la différence entre l'autorité et l'autoritaire. Alors, Charles. Il nous amène chez Arendt, là, peut-être. Non, mais là, tu décides de faire de la philo. Oui. Tu as fait L2, et tu fais quoi? L2, alors je rentre à L3, mais au Québec. Tu quittes la Sorbonne parce que tu réalises que la France, c'est des monuments, mais que tu ne te l'es pas approprié, tu te sens québécois tout d'un coup. Oui, tu rentres au Québec. Et j'essaie de comprendre un peu aussi ce rapport du Québec et de la France à ce moment-là. Bon, en philosophe de L2, quoi, donc avec des moyens... pas mal déjà. Hein. Avec des moyens limités. Et qui m'amène à m'intéresser à des penseurs comme Heidegger. D'où Hannah Arendt finalement. Oui, par ricochet. Par ricochet. Et donc en L3 à Québec, je me rapproche d'une professeure qui a été ma directrice de recherche quand j'étais en master et qui demeure une très bonne amie, Sophie Janarien. Je salue si jamais. Qui est spécialiste d'Heidegger. Qui est spécialiste d'Heidegger. Mais toi, tu arrives à lire Heidegger dans le texte en allemand? Ben oui, c'était l'idée. Bon. Mais Heidegger, faut savoir que c'est une langue simple. Comme Nietzsche. Alors Nietzsche, il fait des mots un peu... Oui, ben voilà, mais justement, tu as les deux concepts, tu les réunis. Oui, parce que l'allemand est une langue semi-agglutinante aussi. Oui, exactement. Ça apporte un truc supplémentaire. On essaie de traduire en français en mettant des tirets partout, ce qui ira un peu la lecture. Ou des slash. Ou des slash, ouais. Oui. Bon. Tu es en train de dire que tu choisis Heidegger en 3e année au Québec. Oui, exactement. En 3e année pour décrocher le bachelor. Pour décrocher le bachelor, mais surtout pour faire un truc de master. Alors, donc, qu'est-ce que tu fais? Qui dure beaucoup plus de temps que prévu, parce que justement, je travaille dans le texte, sur des textes qui sont inédits à cette époque-là. On travaillait sur les cahiers noirs, les Schwarze Hefte. C'était des cahiers que Heidegger avait écrits, je ne sais plus des dates exactes, mais bon, disons, de la fin des années 20 jusqu'à sa mort. Pendant que sa femme tricotait les chaussettes, quoi. Ah oui, bah, c'était un homme de cette époque-là, on va dire ça comme ça. Et j'essaie de comprendre, en fait, là, parce que bon, Heidegger, dans la presse récente, si vous avez suivi les dossiers, ou la récente, les 10 dernières Bourdieu a été à la pointe d'une dénonciation. Exact, comme Heidegger, comme dénonciation comme antisémite. Voilà. Et proche des nazis. Et proche des nazis entre 33 et 34. Voilà. Mais c'est le mauvais moment, hein. C'est le moment où le nazisme émerge. Après, c'est pas le pire moment. Je veux dire, c'est un mauvais moment. Il n'y a pas de bon moment. Pour un intellectuel. Il n'y a pas de bon moment, mais disons que... il vaut mieux ça qu'être proche entre 43 et 45. Voilà, exactement. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Non, mais après, il est avec Hannah Arendt qui est un peu juive quand même. Donc ça rattrape. Après, c'est autre chose. Non, il a des phrases inexcusables dans les cahiers noirs. C'est ça qui a été surtout mis de l'avant. Il a des phrases inexcusables. Sur des milliers de pages, il y en a peut-être 12 où il y a des phrases inexcusables. Je me suis dit, bon, on peut quand même lire le reste, quoi. C'était un peu le c'est comme Céline. J'essayais de comprendre aussi ce que ça venait faire dans son parcours intellectuel. Et ta prof, qu'est-ce qu'il a pensé de ça? Oui, je pense que la discussion n'est pas terminée là-dessus. Donc je peux pas te répondre. Pourquoi toi, tu es plutôt un peu plus critique qu'elle? Non, je pense qu'elle a été beaucoup plus critique que moi. Maintenant, je sais pas où on en serait tous les deux. Non. Elle continue à exercer ou elle a pris sa retraite? Ah non, elle continue à exercer, oui. Et tu la vois quand tu rentres au Québec? Elle est même venue ici, et elle était en année... Elle connaît ton vin? Oui, elle a connu Akissembe dans sa version primaire. D'accord. C'est son seul point commun avec moi, hein, parce que pour Heidegger, moi, je ne peux pas en parler. Alors, donc, tu rentres tu dis, je rentre en master, avec ça va durer plus longtemps que prévu, pourquoi? Ah oui. Non, mais ces textes-là, c'est un écueil. En fait, je veux dire, il y a faire un master,
au Québec, faire un master, c'est pas comme, on fait ici. C'est comme un doctorat, quoi. Oui, c'est comme, c'est entre un doctorat et ce que vous faites, oui, en master. Parce qu'ici, bon, ça se fait en M1, c'est que des cours. M2, on fait un petit travail de recherche et c'est bien. Non, nous, on fait un mémoire sur les 2 ans et ça peut être costaud. Si on le fait sur un auteur qui est bien commenté, sur des textes que tout le monde connaît, ça peut se faire assez rapidement. Et là, voilà, je m'étais lancé moi, sur des inédits, alors c'est-à-dire inédits en français surtout, genre les textes venaient d'être publiés, il n'y avait pas de commentateurs. S'il y en avait, ils étaient en allemand. Sinon, il y avait des commentateurs, oui, comme Bourdieu, mais qui faisaient juste crier, ou il y avait des commentaires, mais qui n'étaient pas utiles. Tu les avais lus, les commentaires de Bourdieu? Qui n'étaient pas pertinents, mais c'était, alors non. C'est pas un philosophe, on lui a reproché de ne pas être un philosophe. Non, mais alors c'est, et je ne sais même pas s'ils étaient publiés à ce moment-là. Je parlais des critères, des commentaires dans la presse. Parce que Bourdieu est sociologue, hein, voir la sociologie est un sport de combat de Pierre Carl. De philosophie. Oui. Non, mais il n'est pas sociologue de formation. Mais après, bon, ça, c'est autre chose. On ne parle pas de Bourdieu, là. On parle de, alors ça, c'est du bon saucisson. Oui, alors, ça aide à raconter l'histoire. Donc, merci. Parce que c'est vrai qu'à un moment donné, il faudra dire qu'il est vigneron. Donc, ah oui, en fait. On est tellement loin. En fait, oui, c'est vrai, tout fait du mal, pareil. Alors, donc, combien de temps tu mets pour faire ce doctorat? Ça se passe c'est pas un doctorat, un mémoire. Un mémoire. J'ai dû, alors, normalement, on y met 2 ans, hein, j'ai dû y mettre 4 ans. D'accord. Et t'as pondu ton mémoire? Oui. Et ta prof l'a validé? Le peine et misère, oui, ça a été validé, ça a été approuvé par la faculté. Et avec ça, tu as un diplôme de quoi? Master en philosophie? Master en philosophie. D'accord. Et avec ce diplôme, je suis allé, alors là, c'est là où la Gaspésie entre eux. Ah, enfin! Le mec, il va faire le prof du philo en Gaspésie. Il y avait que les phoques pour t'écouter. Non, il y avait des otaries et des dorques. Voilà, exactement. Et des caribous, parce qu'en Gaspésie, dans le sud, il n'y a pas de caribous, sauf en Gaspésie. Ah bon? Parce qu'on dit tout le temps, les caribous. Non, les caribous, c'est bien dans le nord. Un caribou, ça ressemble à quoi? Un renne. Hein? Un renne. Mais c'est pas un renne. Si, c'est un renne. D'accord. C'est pas un élan? Il y a une différence. Non, un élan, c'est un orignal. L'orignal, les cajou, je le connais de lui. Alors peut-être, mais je pense que c'est un peu comme des familles qui se sont. Ouais. Mais c'est dans la même espèce. Bon, et donc, ça se mange. Ah oui, ça se mange. Oui. C'est bon, non? Le caribou, j'aime goûter. Moi, j'ai mangé la viande de renne, c'est génial. Mais alors, la viande de caribou, je sais pas. Donc là, l'orignal, oui. Et tu enseignes dans une école, dans un lycée, l'équivalent d'un lycée français. Exactement, ouais. Ce qu'on appelle un cégep. Ouais. D'accord. Tu enseignes la philo combien d'années? 1 an seulement. 1 an. 1 an, pourquoi? Parce que, bon, alors c'est toujours des filles, hein, tu me diras, mais parce que je sais pas, moi, je suis avec. Alors, je pense que j'aurais pu m'y plaire à long terme, mais je me suis convaincu que c'était trop chronophage et que j'avais mieux à faire à cette époque-là. Mais en même temps, il y avait une fille que j'aimais qui était à Québec et qui me disait, écoute, moi, vivre isolé au bout du monde, c'est vraiment pas ce que je veux. Mais toi, tu serais parti au bout d'un moment, hein, Je sais pas. On peut pas savoir. Vous mariez avec l'un d'ours, c'est un truc, quoi, oui, tiens. Alors, il y avait une petite vie, il y avait les eaux propres, quoi. Donc, il y avait une petite vie intellectuelle qui se passait à Gaspé. Gaspé, c'est le nom de la ville? Ouais, c'est la ville. Il y a combien d'habitants, à peu près? C'est une bonne question. Ça doit être entre 5 et 15 000. Voilà, c'est pas une grosse ville. Non, c'est plus. Bon, donc, cette fille, elle veut partir et tu la suis. Elle veut partir, elle est restée. Elle me dit, soit tu reviens, soit c'est terminé. Ah. Le Charlet, il faut pas lui dire ça, hein. Ah, alors là, bon, je me convainc, enfin, je peux pas te dire, 10 ans plus tard, je peux pas te dire si je suis, parce que j'avais, un prof de philo à 23 ans, c'était, ah ouais. Il y avait des élèves qui étaient plus vieux que moi, j'étais un peu, À l'université ou non, au lycée? Au lycée, ouais. Tu poses des questions qui retardent alors que. Je suis journaliste, je n'écoute pas. Il a déjà dit. C'est au lycée. Ouais. Voilà. Donc, tu repars. Ouais. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Et ensuite, on va aller vers le thème. Oui, mais c'est ça. Parce qu'en fait, on n'est pas, la chronologie est pas exacte, quoi. J'étais prof avant de déposer le mémoire. D'accord. C'était pendant les 4 années. Et une fois que c'est terminé, je me pose, je suis chez moi à Québec, j'ai un jardin de 36 mètres carrés où je fais du potager. À aucun moment, dans toute la période que tu viens de dire, à aucun moment, tu n'aurais envisagé, si on te l'avait dit, dans 10 ans, tu es vigneron en Catalogne. Non. Tu aurais dit non. En Catalogne, non. Vigneron peut-être? Vigneron peut-être, parce qu'en rentrant de Paris, j'avais quand même cette idée que
il fallait s'enraciner, quoi. Il fallait prendre pied et main dans la terre. Mais j'avais cette conviction absolue que c'était au Québec, quoi. C'était chez moi et que j'avais une sorte de devoir parce que hérité, je pense, de l'histoire familiale, de ces valeurs-là de mes parents, de dire, voilà, on se bat pour le bien commun, on se bat pour s'émanciper, pour devenir quelque chose ensemble. C'est un peu ça. Et je me disais, il faut que j'y travaille. Donc il y avait cette idée d'enracinement. Bon, alors c'est vrai que là on est obligé d'accélérer un peu. Ouais. Donc qu'est-ce qui se passe là quand tu rentres et que tu décides de ne pas revenir en Gaspésie? Qu'est-ce qui se passe? Je m'inscris en agronomie parce que je me dis, allez, je fais le pas. Et les hivers, parce que c'est vrai, quand il y a de la neige, tu peux pas cultiver ton champ. Non. Donc les hivers, j'écrirai, je lirai, je ferai ma vie intellectuelle, et l'été, ça sera la part. Et ça va durer combien de temps? Ah j'ai fait agronomie, donc ingénieur agronome. Et c'est combien d'années? Là-bas c'est 4 ans. On peut quand même dire que tu es professeur au lycée agricole de Rivesaltes. Oui, ça te plaît pas, je crois. Voilà, c'est-à-dire le bonhomme. C'est Rivesaltes ou professeur qui gêne? Il a enseigné la philosophie en Gaspésie et il finit dans ma rue, car c'est dans ma rue. Oui. Ah oui, au lycée agricole de Rivesaltes. C'est vrai. Ouais, c'est là que je l'ai trouvé un jour complètement torché dans un caniveau. Eh ben bravo. Non, c'est pas vrai. On juge pas, ça nous arrive, mais. Donc, tu es agronome. Pendant un certain nombre d'années, tu apprends l'agronomie. Tout à fait. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Et j'ai le projet, au milieu, je déguste des vins québécois qui me plaisent. Parce que alors déjà, il y a du vin québécois. Voilà, des vins paillés, là? Les vins paillés? Même pas. Des vrais vins. Des vrais vins. Ah ouais. Des vins, je te les sers à l'aveugle, tu te dis. Moi, je connais ceux de l'Ontario, qui sont pas loin de Niagara Falls, ouais. Mais je connais pas ceux du Québec. Bon, c'est tout récent de toute façon. Hein. Ah oui. C'est une histoire ancienne. Hein. Ouais, il y a du rouge aussi ou il y a rouge, voilà. D'accord. Moi, c'est les rouges. C'est les rouges qui ont fini de me convaincre. Mais il y a des cépages hybrides comme Maréchal Foch, des trucs comme ça. Alors moi, ce que je vous parle, c'est un vin issu de Pinot Noir que j'ai dégusté à cette époque-là. C'est quoi, il y a combien d'années ça? Je sais pas. C'est pas vieux, il y a que 32 ans. C'est peut-être il y a 5 ans. Il y a 5 ans, tu goûtes un Pinot Noir du Québec. Et alors? Dit, allez, le maraîchage, oui, c'est bien pour d'autres, mais moi, c'est du vin que je veux faire. Wow. J'ai planté de la vie. Ça y est, on est à l'autre sujet là. Hein. Ah oui. Et là, je me dis, alors, moi, je faisais agronomie. J'étais en train de faire agronomie parce que, en partant de philosophie, j'avais pas de compétences techniques, j'avais pas de compétences pratiques, j'avais aucune connaissance de la science, quoi. Je veux dire, la science, c'est un peu ce contre quoi je me battais depuis, c'est le discours unique, rationnel, mathématique, c'est pas du tout ce vers quoi je m'étais orienté en philosophie. Et donc j'avais du rattrapage à faire, et j'avais envie d'avoir un peu de légitimité, à mes propres yeux, hein. De pas être juste un autre. En philo ou en agronomie? En agronomie. En philo-agronomie. De pas juste être un autre prof de philo qui se dit, un retour à la terre c'est sexy, puis qui le fait. Ouais. Non, j'avais envie de pouvoir le faire. De fonder. D'être justifié. De donner une fondation. Ouais. Et donc, je me suis dit agronomie. Mais là, faire du vin, par contre. À Québec? À Québec. Et faire du vin, par contre, pour être fondé, pour être justifié dans l'idée de faire du vin, d'être vigneron, au Québec, c'était encore compliqué. J'ai essayé de faire des stages. Ils embauchaient pas, ou ils embauchaient des Guatémaltèques, parce que souvent, c'est moins cher. Un Guatémaltèque, mais c'est un Guatémaltèque mange peu. Faut le savoir. Alors, donc dis-moi, très bon, iris, ton saucisson. On voit qu'on est chez une épicière caviste de qualité. Tais-toi. Ne dis pas de quoi. Délicieux. Est-ce que tu peux nous dire d'où ils viennent? Plateau de saut. Charcuterie de Belcaire. Un délice. Qu'est-ce que tu en penses? Très bon, très bon. Alors bon, donc, tu fais agronomie, tu as envie d'être vigneron, et qu'est-ce qui se passe? Alors, je bifurque dans le parcours universitaire, j'essaie d'être envoyé en échange dans une université française où je pourrais faire de l'immunologie. Et ça fonctionne. Et tu vas où? Je vais à Toulouse. À Toulouse. À Toulouse, à l'ENSAT. Ouais, quand même, oui. C'est une bonne école, mais qui n'est pas réputée pour sa formation œnologique. Non, tout à fait. Bon, raison, en fait. Elle a failli être allée, mais pardon à ceux que ça vous fait. Moi, j'ai écouté les veines de l'école d'agronomie de Montpellier. Ils ont des vignobles dans l'Aude. Bon, pas dire du mal mais c'est pas parce qu'on est dans l'école d'agronomie, le savoir-faire du vin, c'est dans d'autres sphères. Oui, non, c'était surtout l'organisation. T'avais besoin d'outils. Oui, de toute façon, j'avais besoin d'outils,
de pouvoir me repérer dans toute cette question-là, puis de me sentir un peu justifié, pas juste être voilà un reconverti qui trouve ça sexy. J'avais envie. C'est pas un born again du vin, comme on les appelle. Tu voulais pas être le barbu retour à la terre, bobo, quoi. Ouais, le néo-vigneron qui dit ouais, bah, le vin nature, on fait rien, quoi. Non, j'avais envie de comprendre un peu ce qui se passe, puis alors certes faire du vin nature, mais de comprendre les. Tu savais que tu voulais faire du vin nature. Oui. Mais au Québec, il y a des producteurs de vin nature. Il y a des producteurs de vin nature. En fait, les bons domaines sont des vins nature. Mais c'est vraiment. Ceux qui font sans le vin. intrants. Bah alors c'est. Bon, je parle pas du soufre. Hein. Oui, c'est ça. C'est toujours la question du soufre. Puis bon, bah, tu sais, je peux te dire oui, mais moi je sais pas. Je suis pas allé voir chez eux. Comme ils disaient, hein, tu vois. Bon, là, est-ce que tu as fini ton cycle d'œnologie à Toulouse? Ça a duré combien de temps? Je l'ai fini. Je l'ai commencé en plein Covid. Donc je suis arrivé. J'étais le seul étudiant de l'université Laval à être admis à traverser. Au plein milieu du Covid parce que on avait. T'as eu de la chance que le bateau s'arrête pas en plein milieu de l'océan. On a fait des lettres pour dire non mais c'était au milieu de l'été pour l'automne suivant. On fait des lettres pour dire bah mon parcours n'avait aucun sens si on me laissait pas partir. Et ça. Ah ben parce que les gens de l'école d'agronomie t'avaient à la bonne pour. Mais j'ai signé des décharges. J'ai signé des décharges. Si je meurs, qu'on jette mes sangs, des trucs quoi. Si je meurs. Mon rapatriement, mon cercueil, tout ça était. Alors, aucune assurance voulait m'assurer. Hein. Ouais. C'était à la charge de ma famille. C'est ma mère qui paiera, tu vois. Donc, j'avais une assurance santé. Te voilà faisant l'institut d'œnologie dans le cadre de l'ENSAT. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Oui, vas-y. Alors, c'est ça. Mais juste avant d'arriver à l'ENSAT, il y a un pré-stage. Et là, c'est là où la Catalogne arrive. Et je débarque. En fait. Par hasard, hein, j'étais plus sur Facebook depuis 4 ou 5 ans, je me réinscris sur Facebook en me disant, il y a plein de groupes de vignerons nature, je vais écrire une annonce là-dessus, je vais me trouver un stage, ça va être réglé. Tu es ici, là, tu es à Toulouse. Je suis à, oui, on va faire ça. T'es pas au Québec, en tout cas. Non, je suis pas au Québec, je suis en Europe. Et j'écris et il y a une vigneronne qui me répond, c'est Camilla Opazo. Ah oui. Du Masgoya. Et qui me dit, j'adore ton annonce, tu veux pas venir bosser chez nous pour les vendanges? Oui, pourquoi pas, on en discute. Puis voilà, j'atterris ici, chez Camilla. Au Masgoya. Chez Camilla, ouais. Et qu'il y a des vignes entre Maury et. Elle en a aussi à Bagnols. À Bagnols, voilà, exactement. À Bagnols. Plus à Bagnols qu'à Maury, et en plus, voilà, son mas c'est à Toutavel, entre Maury et Toutavel, donc ça lui fait de la route, c'est courageux quand même pour aller. Et c'est elle qui me fait découvrir, c'est elle et son mari Cédric, qui me font découvrir la région. Et, elle est chilienne. Oui. Lui, il est Bordeaux, d'origine un peu basque. Mais ils sont passionnés par la catalanité. Dans la voiture, on écoute Radio Arès. Ah bon? Je savais pas ça. Oui. Et ils me font découvrir toutes sortes de choses. Ils m'amènent en Espagne, en Catalogne Sud. Merci. Et voilà, je découvre des coins que j'avais pas imaginé, pas soupçonné, des terroirs oubliés. C'est Côte-du-Roussillon, pour moi, ça sonnait gros rouge qui tâche. Ça avait pas du tout. Vin populaire. Vin populaire. Vin populaire, c'est un truc de la SQ, c'est un truc particulier. SAQ. La SAQ, hein, c'est un label particulier au Québec. Gros rouge qui tâche. Bon, cuvée du patron, tout ça. Qu'est-ce que tu comme terroir, par exemple? Déjà, Bagnols, c'est une découverte, mais c'est une découverte qui te coupe ton cœur s'arrête de battre quand t'arrives là. Tu coupes le souple et ton cœur s'arrête de battre. Il y a un vigneron assez connu qui a fait une cuvée de battre, mon cœur s'est arrêté, mais bon, ça, n'en parlons pas. Okay. Le jour il viendra. C'est qui d'ailleurs? Non, bon, d'accord. Comme il viendra pas, c'est pas la peine d'en parler. Alors. Bien fait pour sa gueule, on l'avait prévenu. J'ai pas dit de mal de lui. Alors. Tu es scotché par le paysage. Par le paysage à Bagnols, et puis même à Maury, les sols noirs, des schistes, les marnes en fait, qui sont... À Toulouse, tu as eu un peu de formation à la géologie. Oui, puis en agronomie aussi, ça m'avait beaucoup intéressé. Mais surtout parce qu'en fait, mon projet à cette époque-là, c'est de planter de la vigne au Québec. Et donc, on est dans la perspective de découvrir un pays nouveau, c'est-à-dire pour le vin, un pays nouveau. Un domaine viticole nouveau, quoi. Mais avec le réchauffement climatique, il y a 250 jeunes vignerons qui ont planté de la vigne en Suède. Hein. C'est-à-dire qu'il va se passer des choses dans 20 ans que je ne connaîtrais pas, qui seront incroyables. Mais je pense que ce soit au Québec ou dans en Andorre aussi. En Andorre aussi, oui. Je pense qu'on va découvrir des terroirs viticoles qu'on ne connaissait pas. Et donc, oui, il fallait que je m'intéresse à la géologie parce que je ne savais pas où planter.
t'arrives, au Québec, c'est quoi? C'est des grandes cultures, maïs, soya, blé, ces choses-là. Il dit soya. Oui, bah, ça, c'est une petite trace de Canada. T'as vu? Mais j'adore. Oh là là. Bon, voilà. Mais non! Non, chez nous, Soya, c'est le prénom d'une fille, c'est pour ça. D'une chinoise. Voilà. Et... Ah oui, madame, hein. Bon. Ça suffit. Donc, tu étais en train de dire oui, que tu as fait les vendanges chez Camilla. Chez Camilla, voilà, exactement. Et donc, j'ai découvert beaucoup de choses, me faire rencontrer plein de gens. Mais tu as passé combien de temps? Un mois chez elle? Ah oui, ça a semblé un an. Mais ça a été un mois où on travaillait du lever du soleil. Non, même pas, on n'attendait pas, quoi. On travaillait tout le temps. L'été, ici, il faut se lever à 5 heures pour commencer à travailler tant qu'il ne fait pas encore chaud. Mais surtout qu'il fallait aller manger à Bagnoul, t'imagines bien. Ça fait 1h15 de plus à ajouter à chaque Non, en drone. En drone, on aurait pu. Mais donc, ça nous a soudés et ça a gravé en moi des souvenirs inoubliables, quoi. C'était des journées pleines, des journées où on a vécu. Bon, il y a eu des incidents, il y a eu des catastrophes, il y a eu ouais, malheureusement, là, je m'aperçois qu'on le fait beaucoup plus long que d'habitude. Oui. Il faut quand même qu'on arrive à ton domaine et tout ça. Il faut qu'on boive. Donc, moi, on se régale, hein, on voit pas le temps passer, mais voilà. Et donc, ensuite, je suis parti dans le Jura, 2 ans. Ah, voilà. Bon, dans le Jura, et... Chez qui? Au domaine Désiré Petit, à Pupillin. Ah, ouais. À Pupillin. Pupillin, si tu dis Pupillin, tu vas te faire... Oui, Pupillin, il faut dire Pupillin, à quelques encablures de Dieu, Pierre Auvernois. Ah oui, bah, c'était mon voisin, Voilà. Donc là, tu restes combien de temps? J'y reste 2 ans, enfin, presque 2 ans, un peu moins de 2 ans. Donc, tu as travaillé dans la vigne, le Ploussard? Oui, le Ploussard, le cépage le plus terrible du monde mais qui fait des vins géniaux comme alors imaginez, c'est un cépage qui a des tout petites tiges qui ne veulent que ramper partout, et nous on essaie de l'élever. Philosophie. C'est comme du cristal, et donc ça casse au relevage, on casse tout. Et dès que ça voit un rayon de soleil, la pellicule du Ploussard, ça grille. Donc c'est pour ça que ça s'adapte à des régions où il n'y a pas beaucoup de rayons de soleil. Voilà, exactement. Le Québec. Je pense, moi, quand je suis arrivé dans le Jura, j'ai vu ce truc-là, je me suis dit, ça, c'est un cépage de pergola. Et je suis sûr que s'il y avait un Jurassien qui allait faire un petit tour dans le nord de l'Italie, là, Val d'Aoste, puis qu'il voyait des pergolas, il va se dire, c'est vrai que... Ouais, mais pour le moment, les Jurassiens, ils ont un succès fou. En restant dans la tradition. C'est ça l'histoire. C'est dans la hausse, ils m'ont dit. Eux, ils font ce qu'ils ont toujours fait. Il faut le faire en guyot, sinon c'est hors haussé. Il faut faire un guyot palissé. Voilà. Donc là, tu passes 2 ans chez Désiré Petit. Ouais. Mais pendant ces 2 années-là, je rencontre Jeanne. Ta compagne. Ma compagne actuelle. Et... Qui est maman? Non, pas encore. Non, parce qu'il faut penser, faut penser au futur du domaine. Il faut penser faire des enfants. Tu as vu les statistiques, tout ça. Je m'inquiète de la pérennisation du domaine, moi, déjà. Il faut l'héritier, c'est ça? Non. Voilà, c'est ça, bonne réponse. Donc, tu rencontres Jeanne, qu'est-ce qu'elle faisait là-bas? Qu'est-ce qu'elle faisait? Non, elle n'était pas là-bas du tout. En fait, ça c'est une autre histoire, mais je ne sais même pas si on a le temps de la raconter. Mais ça c'est une autre histoire. Essaye de la raconter en incroyable. Résumé. Okay. Alors, une ellipse. Jeanne est en rupture, elle vient de se séparer. Elle se confie à une amie, elle dit bon, je rencontre des hommes, et je rencontre des hommes qui sont soit intellectuels, soit manuels, je rencontre pas un homme équilibré. Un hybride. Dans l'idéal, j'aimerais rencontrer un vigneron philosophe. Bon. Nous avons ça dans notre tiroir. Voilà. Attendez, je regarde. Alors cet ami-là ne sait pas que j'existe, mais cet ami-là en parle à... Non, même pas en fait. Cet ami-là rencontre une autre amie à elle, qui est celle avec qui j'ai vécu à Paris, si on se souvient bien. L'allemande, celle qui était avec les Allemands. Celle qui n'est pas allemande, ouais, c'est ça. Ah oui. Et qui lui dit, j'ai mon ex qui vient me rendre visite bientôt, il est en train d'apprendre... Vous avez gardé une bonne relation? Au début non, mais après oui. Il est en train ça permettait de dormir chez elle quand elle est à Paris? Non, ça c'est jamais arrivé. Ah bon? Non, c'est jamais arrivé. Alors comment tu la rencontres? Où? Non, mais on se donne rendez-vous pour... oui. Donc vous aviez gardé un lien quand même. On avait gardé un lien. Et donc, ces 2 amis-là se parlent. Bon, Charlotte dit... celle qui était avec les Allemands dit à l'autre, j'ai mon ex qui vient me voir et il est en train d'apprendre à devenir vigneron dans le Jura. Et son ami lui dit, il serait pas un peu philosophe par hasard? Et là, les liens se font. et cet ami, mon ex, m'appelle pour me dire, t'es ouvert aux rencontres? Non. Moi, je veux rentrer au Québec, je veux planter de la vigne. Je veux pas rencontrer de Française, parce que je sais ce qui va arriver si j'en rencontre une. C'est déjà arrivé. Non, sérieusement, tu as dit ça? Ah oui.
je lui dis non. Donc elle me dit, bon écoute, d'accord, mais je te raconte quand même l'histoire. Donc elle me raconte l'histoire du... Elle te dit, il y a une gonzesse super qui cherche un philosophe agriculteur. Ben voilà, donc... Ah merde, quand même, il faudrait que je la connaisse. Tu connais pas Jeanne encore? Non, je l'ai jamais vu. Non, mais c'est pas non, ça. quand il dit, toi, dans ta tête. il parle ah oui, non, pour toi. Je te dis, mais quand même. Regarde le script. Il y en a pas beaucoup sur la planète qui cherchent un vigneron. Je disais pas sur les... Voilà, c'est une abstraction, on appelle ça. Tu te dis, et non, parce que dans un premier temps, tu l'as dit non. Oui, ah non, mais là, tu as réfléchi quand tu dis, il y a une fille qui cherche. Allez, donne-lui mon numéro, on se rencontre. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que je suis là. Hein. Non, mais elle était où? Tu l'as rencontrée où? C'était à Paris, enfin à Sèvres, dans la forêt de Sèvres. Et donc, c'était magnifique. Il était à cheval. Une journée, non, mais elle me donne rendez-vous dans la forêt de Sèvres, dans le parc de Sèvres. Et une journée qui se passe comme un film d'Emmanuel Mouret. On commence à discuter, on parle de choses et d'autres, il se met à pleuvoir, donc on se réfugie dans un café qui est fermé. Mais ils disent, oh mais entrez quand même, on vous sert un petit café. Et là il se met à faire beau, le soleil, on s'appuie à la balustrade, puis on l'a vu sur Paris, bon, voilà. Ça, on change de... Ah oui, il faut oui, parce qu'on va goûter tes vins, mais continue. Donc, voilà. l'affaire se fait en forêt de Sèvres. En forêt de Sèvres. C'est beau parce que Sèvres, ça représente la porcelaine et la fragilité. Tout à fait, c'était juste derrière le... Non, mais c'est magnifique. Ouais. Une fille qui symbolise la fragilité et qui cherche à la fois la solidité de l'esprit avec un philosophe et la solidité du rapport à la terre avec un agriculteur. Et elle te donne rendez-vous en forêt de Sèvres, près des porcelaines fragiles et diaphanes. Mais beau. Mais sous les chênes, séculaires. Il y a Louis IX, là, par Saint-Louis. Oui, qui rendait la justice comme un gland puisqu'il la rendait sous un chêne. Si Emmanuel Mouret écoute, on peut... Oui, voilà. Pour les droits. Hashtag. L'affaire est faite, mais comment es-tu arrivé ici? On est obligé d'accélérer. Comment as-tu atterri? Ah oui, Camilla. Pour donner une chance à cette histoire, genre, il fallait que je trouve de la terre en France. Et je me suis dit, bon, si je m'installe quelque part, bon, soit dans le Jura, soit dans les PO. Ben oui, parce que c'est les deux endroits que tu connaissais. C'est les deux endroits que je connaissais, mais c'est les deux terroirs où je me disais, bon, il y a quelque chose, j'ai des idées. Enfin, je pourrais y travailler. Mais c'était étonnant que alors, le Jura, la terre est plus chère qu'ici. Ah oui. Mais par contre, le climat est proche plus proche de celui du Québec qu'ici. C'est pour ça que j'étais allé dans le Jura. C'était parce que je savais le double, c'est, voilà. Je pouvais prendre leurs cépages, les ramener chez moi et les travailler de la même façon. Sauf l'hiver. Sauf que tu es arrivé chez les Catalans. Et oui, dans le pays qui ressemble moins, en France. Oui, c'est le Québec, mais différente, comme on dit. Je dois te dire que j'ai des questions que je pose d'habitude. Il y en a une, je la poserai pas, c'est quelle est la philosophie du domaine. Là, on n'a pas besoin de la poser. Si, non, mais attends, on n'y est pas encore. Okay. Mais ce que je veux dire, c'est que les autres en parlent. C'est peut-être la seule chose qui soit intéressante, en fait. Alors, on va y aller. Donc, tu arrives ici. Parce que le reste, c'est anecdotique. Pourquoi Caramani? C'est la vie d'un homme. Hein? Donc, c'est le but de l'émission. Oui. Pourquoi Caramani? Pourquoi Caramani? Caramani. Est-ce qu'on saute trop d'étapes pourquoi Caramani? Non, d'abord, j'ai acheté une parcelle d'abord à Raziguerre. Ah oui, bon. C'est bien aussi. À Raziguerre, mais derrière Raziguerre, presque au sommet de Raziguerre, je pense pas qu'il y a de vigne plus haute que celle-là. Et parce que c'était tout autour, en fait, il y avait des terroirs de nature différente. T'avais ce qu'ils appellent les schistes, mais en fait les marnes schisteuses de Maury, les marnes noires. À côté, t'avais les granites de l'Esquerbe. Oui. Là, c'était le début du schiste. T'avais les deux. Oui, en fait, moi, je suis à la frontière, en fait, sur la ligne de. J'ai parlé à un géologue hier. Il m'expliquait d'ailleurs, c'est pas des schistes, mais des micaschistes. Ouais, ça va. Là, on n'est pas pointu au point de s'étendre là-dessus. On s'attend, quand on dit des schistes, on s'attend à ce que ce soit des feuillets. C'est vrai que moi, c'est pas des feuillets. Mica, c'est des feuillets. Non, schiste, c'est des feuillets. Micaschiste, ça fait plutôt, on voit les minéraux. Ah, d'accord. Ça fait plutôt, ouais, c'est ça. C'est plus chaud. Parce que dans la montagne, les feuilles de mica, c'est des feuilles, le mica, dans la montagne. Ici, dans les massifs. Je peux pas. On laisse tomber. Alors, la réponse est oui. Ça m'intéresse. Alors, donc, tu achètes une parcelle. J'achète, et puis bon, je vois qu'il y a du Gneiss pas loin, et je me dis, bon, si je choisis cette parcelle, je peux ensuite, avoir une autre parcelle dans un autre terroir, et ça va être vraiment intéressant. Bon. T'avais envie d'avoir une variété de sol. Et je me dis, bon, alors la première année, on va louer, une maison, ou un appartement, puis je vais louer une cave, tout ça. Impossible. Ça se trouve pas. Et donc, on se met à chercher plutôt. On est en quelle année, là? 2020? L'année dernière. L'année dernière. 2022. C'est très, très vite. Mais sur Terre, je fais partie des 10 personnes qui ont goûté ton vin à l'automne. En janvier, là. Non, un peu plus, mais ouais. Ouais, parce que tu as fait un tirage. J'ai fait 500 bouteilles. 500 bouteilles. Ouais. Au moment où je t'ai connu. C'est ça. On les a écoulées assez vite, surtout à Sèvres. Il n'y en est pas parti. Où ça? À Sèvres, dans les cercles rapprochés de la famille de Jeanne. Parce que Jeanne est de Sèvres, c'est pour ça qu'elle t'a donné rendez-vous par de Sèvres. Oui, tout à fait, elle a toujours, oui.
Bon, ah oui, c'est vrai, tu me l'avais dit. Donc, est-ce qu'on peut sauter une étape et aller... Il faut aller loin. Là. Tu vas à Karamani. Oui, à Karamani, je rencontre un village, génial, quoi. Une communauté stimulante, une communauté qui a des idées, qui a envie de... Ils n'ont pas fait barrage à tes idées pour faire un mauvais jeu de mots. Non. Ça te plaît, ça. Penses-tu le Manaverno, voilà. Donc, pourquoi tu es allé là? Tu me dis... Combien d'habitants aussi? Bon, déjà, parce que le village est magnifique. Hein. C'est joli. Au bord du lac. Éperon rocheux. Un éperon rocheux, mais il y a quand même des collines plus hautes aussi, dans lesquelles c'est englobé. Enfin, c'est un écrin. Un éperon et un écrin, c'est un peu comme... Ouais, c'est peut-être une contradiction. Mais... Non, mais on continue, on n'a pas le temps. C'est pas grave. Et je trouve une maison avec une cave en dessous, avec une cave enterrée à 6 mètres, quoi. Oh. Je veux dire, j'ai un mur dans le fond. Comment t'as fait? C'est des gens qui vendaient parce qu'ils partaient, un vieux qui mourait, qu'est-ce que c'était? Non, c'était une maison de famille qu'ils avaient louée, mais ils ne voulaient plus louer parce que les locataires payaient pas ou un truc comme ça, je sais pas. Tu as acheté? Mais j'ai acheté. Mais tu avais de quoi ou alors la banque a suivi? La banque a suivi, Jeanne a acheté aussi. Très bien, c'est beau comme histoire. Et donc, la cave, on l'a occupé assez rapidement pour faire du vin. Parce que ça, c'était le 12 juillet. On est arrivé le 12 juillet 2022. Waouh! Et le 12 août, on vendangeait les premières caisses. Bon, alors comme on a pris beaucoup de retard parce que c'était passionnant, on va passer à des questions plus habituelles du style quelle est la philosophie du domaine? Et ensuite, la dernière question, c'est que je pose habituellement, c'est quel message tu aimerais faire passer aux autres aujourd'hui et demain. Et ensuite, on fera la dégustation. Comme ça, on sera obligé, on est sorti des normes. Non, mais c'est pas honnête, c'est des questions qu'il faut soumettre d'avance. Oh là là. J'ai failli, mais je sentais qu'avec toi... Non, mais t'es philosophe, on s'est dit, le gars, il est bon comme BHL, il peut parler sur tous les plateaux. Iris, est-ce que ça aurait été intelligent de censurer tout ce qu'il vient de raconter? Non, mais moi j'étais passionné, je veux dire, j'ai failli pleurer. Ça aurait pu durer plus longtemps, même. Ouais, mais je bon. pense qu'on a loupé les détails qui auraient pu nous faire. Oui, par exemple, comment Jeanne est devenue vigneronne, parce qu'à la base, elle l'est pas. Elle n'est pas vigneronne, elle est fleuriste. Elle est fleuriste et horticultrice. Elle fait des fleurs coupées. Ouais. Qui composent en bouquet. Et elle est vend où? Alors pour l'instant, c'est autour de Karamani. Et des fois à Perpignan quand on y vient. Ouais. Mais sinon. Mais t'as pas dans ton portable des photos de ces compositions florales? Bien sûr. Alors on va leur montrer. Oui, et puis tu me les enverras après pour faire des diaporamas en dessous. Voilà, oui. Ou bien tout simplement je donne son adresse Instagram. Voilà, oui, c'est mieux. Placement produit, c'est le moment. L'émission est finie, tu la montreras, je l'ai jamais vue. Ok. C'est jardin floral, cherchez jardin floral. D'accord. Bon, alors maintenant, voilà, la philosophie c'est un bien grand mot, je suis hostile à l'usage, à tout type d'usage comme si c'était un mot. Mais malheureusement, c'est comme ça que ça fonctionne. Hein. Oui. On dit quelle est la philosophie de, alors, quelle est la philosophie d'Alio? Parler de philosophie aussi. Mais j'espère bien qu'on puisse j'espère qu'on puisse parler de la philosophie d'un domaine, surtout quand on parle de vin, c'est pas des vins industriels, quoi. Bon, quand on dit ça, c'est plutôt quel système de valeurs, quelle conception, et quelle valeur, quoi. Heideggerien, tout ça. Qu'est-ce qu'on a proposé comme vision? Qu'est-ce que ça veut dire, cette bouteille? Parce que ça a un sens, quand même. Notre geste de vigneron a un sens. Enfin, il faut espérer, parce que sinon, achetez pas des bouteilles à 20 balles, hein. Achetez des bouteilles à 5 balles, ça fait moi, je fais venir des vignerons qui tiennent ce discours, ou alors qui ne le tiennent pas, mais qui sont qui correspondent à des réalités comme celle-là, quoi. Il y a des vignerons qui ont des choses à dire, ou qui font des choses sur lesquelles il y a des choses à dire, quoi. Voilà. Bon. Alors, déjà, quelle est la philosophie du domaine? La question est mal posée, c'est pas un domaine, c'est un atelier. Ah bravo! C'est un atelier. Et je le revendique, en fait. Bon, je voulais pas qu'il soit écrit domaine, et j'ai écrit même mis en bouteille à l'atelier. Tu as raison, parce que domaine, ça vient de dominus, qui est le seigneur, c'est-à-dire le pouvoir. Le pouvoir, voilà. Et je suis pas en relation de domination avec ma vigne. Bon, c'est sûr que elle est plantée, et c'est moi qui fait qu'elle demeure plantée. C'est pour ça que tu dis pas domaine. Elle retourne à la friche. C'est pour ça que tu dis pas domaine. C'est pour ça que je dis pas domaine. Oui, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et c'est l'idée de mettre le travail. Atelier, c'est le travail. Voilà. Au moins, on travaille ensemble avec la vigne. Bon, est-ce qu'elle est volontaire? Ça, c'est une autre question. Est-elle collaborative? Est-elle collaborative? Ça, c'est au 22e siècle, on parlera des récriminations du végétal sur l'action de l'homme. Pour le moment, on en est à l'animal et l'homme, mais c'est vrai que vers la fin du 21e siècle, au début du 22e, ce sera ça. Mais il y a une conception. L'outrage fait au végétal. Le cri de la carotte. Alors,
Mais je pense que cette question-là se pose si on voit pas que bon, l'écosystème existe, c'est vrai, à part de nous, mais aussi avec nous. Je veux dire, ça, qu'on peut appeler l'écosystème habité ou on comprend qu'on fait partie de l'écosystème. On n'est pas la magicienne à la baguette, quoi. Ouais. Non, on n'est pas le. Bah, alors, on peut s'imaginer être le magicien, on peut s'imaginer être le régisseur de la nature, un maître et possesseur de la nature. C'était le discours de Descartes, de se mettre en surplomb et organiser tout ça comme si ça nous était extérieur. Comme extérieur. Voilà. Ou on peut faire le choix, le pari de dire non, je fais partie de l'écosystème aussi. Et de toute façon, avec les changements climatiques, on n'a plus le choix. Non, c'est vrai. Mais par contre, est-ce que l'atelier vigneron, oui. Honnêtement, je savais pas que tu l'appelais comme ça pour ça. Ah oui. Mais c'est du marketing bobo pour moi. Et en réalité, c'est pas du marketing bobo. Je découvre qu'il y a une réflexion derrière. Ah non, mais oui. Ça s'appelle pas domaine pour des raisons que tu viens d'expliquer. Il a posé la question. Ça sera difficile pour eux de comprendre. Ils bon, trouveront joli l'atelier vigneron, mais est-ce qu'ils comprendront que tu veux pas induire quelque chose de l'ordre de la domination? Je peux pas répondre à cette question. Après, les gens seront l'idée qui veut bien se faire. De toute façon, quand on écoute la plupart des noms de domaines, on sait jamais trop pourquoi ils l'ont choisi. Et souvent, ça nous inspire pas tellement. D'accord. C'est plutôt pour moi, c'est-à-dire c'est pas très identitaire l'atelier vigneron. C'est pas très identitaire. Ça fait un peu. C'est ni identitaire par rapport à une personne et son nom, ni identitaire par rapport à un territoire, ni identitaire par rapport à la catalanité. C'est-à-dire que toutes les dimensions identitaires. Je prends le domaine d'Anjou-Bannecy. C'est leur nom de famille. Gilles Trouillet, il met sur le bouchon vin de la Catalogne Nord. C'est-à-dire, il y en a qui mettent toujours un peu une parcelle d'identité. Toi, tu en mets pas. Il y a une possibilité qui reste en fait dans cette histoire, c'est que ça devienne l'atelier vigneron de Charles Gauthier-Marseille. Ça pourrait arriver. Ça, ce serait bien. Oui. Ça pourrait arriver. Ça le fait bien. Mais il y a une possibilité aussi que ça devienne un collectif. Et qui serait bien pour moi aussi. L'atelier vigneron comme l'endroit où on va tous travailler à faire du vin ensemble. C'est super. Malheureusement, c'est vrai que c'est une émission qui devrait durer 2 ou 3 heures. Je pense que, à moins que tu aies quelque chose à dire d'important sur la façon dont tu travailles. Dis-nous la façon dont tu travailles, que ce soit en vigne ou en cave, et ensuite on passera à la dégustation. Ouais, j'ai dit qu'il fallait se salir les mains, c'est un peu, je pense, tous les outils qui sont utilisés, ne masquent pas la matérialité. C'est-à-dire, les raisins, on les touche de A à Z. Il n'y a pas de machine, il n'y a pas de pompe, il n'y a jamais de pompe. Les grappoirs, c'est un grappoir manuel, c'est un crible, vous irez voir sur Instagram aussi, à l'atelier vigneron. C'est un crible, c'est-à-dire qu'on caresse les grappes et les baies tombent dans la cuve. Et on enlève les râpes. C'est comme ça qu'on égrappe. Tout est manuel. Tout est manuel, mais dans l'idée que, en fait, le vin, ça se travaille. Et que dès qu'on perd la sensibilité avec la matière, on a perdu le vin, quoi. On le laissait à la machine. Donc ça, c'est l'esprit de ce domaine. C'est ça. Et ça se traduit dans le vin? Ça se traduit dans le vin, nécessairement, oui. Alors, déjà, la différence entre un égrappoir classique, disons, et ce que je fais, c'est l'égrappoir, s'il y a des baies qui sont coincées ou des morceaux, des tissus végétaux qui sont coincés, il va les broyer. Je sais. Moi, si c'est coincé, j'arrête, quoi. Et je déprends, oui. Et donc, déjà, il y a peu de choses vertes. Il y a pas vous allez voir les tanins, je fais des macérations, qui peuvent être longues, dans celui-ci, sont aboutis, mais en essayant d'extraire que des tanins très soyeux, et c'est aussi parce que je ne triture pas les parties vertes, que je ne crois pas. Micro-parenthèse. Oui. Ça va t'agacer, mais ça fait rien. Ouais. Tu enseignes au lycée agricole. Oui. Qu'est-ce que tu enseignes au lycée agricole? J'enseigne la viticulture et l'œnologie. Jeunes Catalans qui veulent devenir vignerons, qui vont au lycée agricole, miracle des miracles, leur prof d'œnologie, c'est un Québécois, philosophe, qui fait du vin à Caramani. Attends, mais c'est pas un miracle, c'est 3 miracles en un. On n'est pas loin du mystère de la Sainte Trinité, là. Hein. Dieu a le sens de la narration. Ah non, mais tu te rends compte, ils ont un Québécois, philosophe, qui est arrivé, en plus, il descend du Jura. À cheval, enfin bon, pas ça. Quand il m'a dit, parce que j'avais goûté le vin, enfin, je voulais goûter son vin, quand je l'ai rencontré en décembre. Il m'a dit, on va voir, il me dit, comment veux-tu qu'on se voit? Je lui ai dit, écoute, j'habite dans la rue du lycée agricole. Ah oui, c'est vrai, ce sera simple. Et, tu te souviens qu'on a bu une bouteille dans ma cave incroyable? Je l'ai revu, le mec, il est pas mort. Ah, il est pas mort. Ouais. Parce que dans ma cave, il me dit, je lui dis, qu'est-ce que tu veux boire? Il me dit, je sais pas, il m'a pas dit, étonne-moi, il m'a dit, c'est toi qui choisis. Je lève la tête, et je vois des bouteilles de vin que j'ai mises en bouteille moi-même,
dans les années 80, du vin rouge. Et j'ai pris un Grenache d'Henri Desbeux, 1985, en me disant, ce sera peut-être fusillé. Oui, et c'était un truc incroyable. C'était un truc incroyable. Absolument incroyable. On a vu tous les deux cette bouteille. Il y avait juste écrit Henri Desbeux, Grenache, noir, 13 degrés. Voilà. Mais je me disais, mais tu te rends compte, ce type, il est prof d'œnologie au lycée agricole de Rivesaltes. C'est un miracle. C'est un miracle. Voilà. Parce que avant, dans les lycées agricoles, j'espère que ça va pas te fâcher j'espère que l'administration du lycée, mais on apprenait l'horreur dans ce lycée agricole. On apprenait les intrants chimiques, on apprenait la taille industrielle pour faire des rendements, etc. Donc là, ça veut dire quand même qu'il y a eu il s'est passé quelque chose. Je sais pas si c'est le hasard ou si c'est une volonté. Et du coup, il y a un lien entre ton enseignement officiel et ton travail. Enfin, évidemment, il va pas leur raconter le contraire de ce qui... on sait jamais, hein. Moi, j'ai connu des gens. Ah non, non, il y a un lien, c'est sûr. De toute façon, dans la question, c'est le lien qui parcourt toute mon histoire. C'est le questionnement au sein de la philosophie. Ouais. Et là, c'est toujours les remettre, les questionner. Pas leur dire. Ça a du bol, Chanet, de tomber sur le type qui est le seul qui fait du vin en philosophe. Oui. Bon, on va goûter. Oui, parce que bon. Akisembe. Akisembe. Normalement, en catalan, il faut dire Akisembe, hein, je te l'avais dit. Tu me l'avais dit. Mais c'est pas grave. Mais c'est. En roussillonnais. Oui, mais Akisembe se dit. Ouais, ben, à Caramani, parce que c'est une marche linguistique à Caramani. Ouais. C'est aux confins de l'Occitan. Ouais, mais ça fait rien. Derrière les barbares. Là-bas, ils se disent Occitan. Ouais. Donc, là, je sers tout le monde du premier vin, tu nous expliques ce que c'est. Oui, je vous explique ce que c'est. Alors, pour le coup, si j'ai parlé de macération aboutie pour la Combe des Cerisiers, Akisembe, au contraire, c'est une macération courte. Combien de temps? Alors, moi, je le calcule pas en temps, je le calcule en densité. Donc, parce que, bon, avec des fermentations comme on les a... les auditeurs, si tu parles en densité, mille, etc., ils comprendront pas. Disons qu'à mi-parcours, on va dire comme ça, à mi-parcours, à mi-fermentation. C'est parce que le tanin est extrait, le solvant du tanin, c'est l'alcool. Plus il y a d'alcool dans un mou, en macération, plus on va extraire de tanin. Et comme j'avais vendangé, là c'était des vendanges hâtives, donc j'avais choisi de vendanger sur tout un mois, une parcelle, à tous les week-ends, pour voir ce qu'elle avait dans le corps, cette parcelle. Et donc les premières vendanges, nécessairement, les tanins n'étaient pas mûrs. On avait du fruit, on avait du beau fruit, on avait du sucre, on était à 11, 12, 12,5, 13, mais il y avait pas encore des tanins très, très intéressants, enfin à mon palais. Je voulais attendre pour faire des macérations plus longues. Et donc, ce que j'ai cherché à faire là, c'est un vin qui se boit bien, mais en même temps qui exprime toute l'élégance de ce terroir-là, en lequel je le crois. C'est pas un terroir de plaine, c'est un coteau. C'est un coteau de micaschiste, pour faire plaisir à mon nouvel ami le géologue. C'est un terroir de micaschiste. Alors difficile, hein, je veux dire, pour le stress hydrique. Enfin, les vignes souffrent un peu là-haut. Il y a une évolution de stress, si j'ose dire. Elle est plus stressée que d'habitude. L'année dernière, c'était déjà sec. Hein. Ouais. Et à la fin de l'année, au début de l'année, ça allait bien. Là, cette année, à voir. Hein. La sortie est belle. Pour l'instant, il y a des belles grappes. D'accord. Donc ça, ça, c'est la même cuvée avec laquelle tu as fait le primeur, ou alors c'est une autre, tu l'as continué à la travailler? Alors, c'est la mise de printemps du primeur, mais le primeur avec que de la cuve. Là, il y a 2 barils de 400 litres qui ont été ajoutés. D'où tu les sors d'où? Ah oui, ces barriques-là, c'est des vieilles barriques que j'ai récupérées à l'occasion. Non, donc elles marquent pas le vin. Elles marquent pas le vin. C'est des contenants qui respirent, quoi. L'idée, c'est et là, tu vois la sinusite qui m'avait privé de l'odorat, qui était revenue au début de l'émission. Alors, j'ai plus on note tout de suite que c'est un vin de nature, peu de tanin, beaucoup de fraîcheur et de légèreté, et une pointe de perlant. Une pointe de perlant. Voilà, c'est délicieux. C'est délicieux, c'est fondant, c'est goulayant, c'est simple. Et puis, j'ai envie de dire que il y a un côté velours léger qui est un peu, je m'aventure dans quelque chose qui est un peu à mettre en relation avec ce que tu as dit sur la machine ne vient pas, c'est l'homme qui caresse un peu. Le velours et la caresse, c'est dans le même ordre d'idée. Est-ce que c'est voulu? C'est voulu. Dans la mesure où les barils de 400 litres, je les ai pas remplis au début, parce qu'en pleine fermentation, il faut pas remplir, sinon ça déborde. Ça déborde, oui. Mais pour les compléter à la fin, j'ai dû compléter avec une macération un peu plus longue. Ouais. Et donc, ce petit velours, qui est le tanin
parfait pour ce vin-là. Il n'y a pas d'agression du tout. C'est juste, il vient juste appuyer le propos. Il vient juste dire, vous avez goûté un vin léger, mais c'est un vin qui, voilà. Ça, c'est ta cuvée, tu vas pas dire d'entrée de gamme. Quand on a fait tant de philosophie, on parle pas de gamme. Non. Enfin, remarque qu'on en parle en musique. En piano, ouais. Je veux dire, comment tu la situes par rapport à l'autre? Comment je la situe par rapport à l'autre? C'est la cuvée, qui est à boire dans les 2-3 années. C'est une cuvée d'apéro. C'est une moi des apéros comme ça, voilà. De bon apéro, mais une cuvée pour se faire plaisir. Cet été un peu fraîche, je la boirai même après l'apéro. À table, ça sera une merveille cet été. Le problème, c'est qu'il faudra en avoir, quoi. Dit-il avec l'œil triste. Pour un peu, il pleurerait. On mange quoi avec ça? Moi, je pose toujours cette question. Voilà. Pour moi, clairement, c'est un peu de fromage, un peu de saucisson, des amandes. Voilà. On montre le produit à la caméra. Juste, tiens, tiens. Bon, comme le temps qui nous est imparti est relativement limité, nous allons goûter la deuxième. Oui. Et toi, tu peux déjà réfléchir, je demande à la fin. Bah oui. Ouais, voilà. À la fin. Oui, mais on avait une gingivite, c'est pour ça. Quel message tu as envie de transmettre? Il faut que je réfléchisse à ça. Bah, tu n'es pas obligé de réfléchir, tu réfléchis tout le temps. Sois spontané, étonne-nous. On parle de la deuxième cuvée, et ensuite, on passera au message. Ensuite, moi, je ressortirai, j'ai l'habitude de proposer un proverbe détourné pour finir. Et enfin, on remerciera. Et ce sera terminé, et on aura battu le record de durée. Donc, maintenant, la deuxième cuvée de l'atelier vigneron, de Charles Gauthier-Marcil, 2022, et qui s'appelle la Combe des Cerisiers. Alors, là, tu vas me taper sur les doigts. Alors, est-ce qu'il y a un rapport à la commune? 13,5, alors que là, tu faisais 12,5. Oui. Mais comme là où tu es, les gens font 14,5, ça... Ah oui, c'est une bonne idée. Alors, on est sur du 12. C'est relativement... 12,5, 13,5. Ah, mollo sur le déglingo, comme on dit en portugais. Ah oui, bah, c'est ça. C'est pas l'idée, hein. L'idée, c'est pas de se déglinguer. Alors. Bon, alors là, j'ai cherché l'élégance. J'ai voulu aller chercher des tanins, veloutés, satinés, en bouche, mais au nez, je cherchais, la cerise. Je voulais de la cerise, et je voulais, il y a du fruit rouge, bonjour. Il y a du fruit rouge. Je cherchais aussi. C'est épicé déjà aussi. Ouais, épicé déjà. Là, il n'y avait pas trop d'épices au nez. Là, il y a le fruit rouge et les épices. Oui. Qu'est-ce que tu as commencé par là? C'est que de la syrah. En fait, les deux, c'est que de la syrah. J'avais qu'une seule. Quand tu as ce côté épicé, fruit rouge, souvent, c'est la syrah. Ouais. Voilà. Et bon, et comment ça? Le premier nez, pour moi, c'est une belle cerise qui pinote un peu, hein, pour parler comme les Bourguignons, et c'était un peu l'idée. L'idée aussi, c'était d'aller chercher un peu de fleurs, que je ne retrouve pas encore, mais qui étaient là, en barrique. Et donc, là, on est 21 jours après la mise. J'espère, dans une semaine, 2 semaines. Oui, bah, c'est un traumatisme, hein. Dans le mois qui précède, le vin est traumatisé. Mise en bouteille, je précise. Mise en bouteille. Bon, c'est une merveille, hein. Oui. La contrainte dans un petit contenant, comme ça, la bouteille, avec un peu d'air, des fois. C'est une merveille. Charles, on est privilégié de goûter ces deux vins. Hein, ouais, c'est vraiment très joli. Moi, je suis un gougnafier, mais si je l'étais pas. Avec l'apéro non plus. Ça peut être un grand moment, même dans 3 ans. Ouais. Non, mais il essaie de positionner l'un par rapport à l'autre. Mais... Et je suis pas sommelier. Non, mais moi, si je devais retenir un mot, c'est la pureté. C'est la pureté. Sur ces vins, il y a une grande pureté. Alors, malheureusement, on peut pas filmer les sensations olfactives. Oui, voilà, pas encore. Je travaille sur une caméra, nasale. Non, pas nasale, Est-ce que ces vins sont déjà à la vente? Ces vins, oui, ils le sont, à partir d'hier soir. J'ai fini d'édicter hier soir. Ah oui, là, on vient d'égorger la bête, comme on dit. J'en ai fait 1200 de chaque. Ouais. Et tu en as déjà prévendu au Québec? Oui. Ah oui, alors ça, c'est intéressant. Combien t'en as vendu au Québec déjà? J'en ai vendu entre 400 et 600. C'est pas encore... donc pour la France et pour nous, il en reste que 400 à 600. Quoi. Non, 400 des deux. Donc, Ah, tu as vendu 200 et 200 au Québec. Ouais, à la SAQ? Non, ça passe pas. On a le droit de passer hors SAQ? Alors, hors SAQ, jamais. Mais par des agents d'importation, oui. Ah, d'accord. Donc, parce que la SAQ va tenir les stocks de vin, mais c'est pas ça, c'est les petites quantités, elle n'achète pas. Et alors, même question que dans l'épisode précédent, qu'est-ce qu'on mange avec ça?
Bon, ça c'est banal. Si le vigneron va il apparaît, on n'en parle pas. Non, mais j'arrive pas. D'ailleurs, t'as vu, ça crée un problème. Il s'est pas cassé le tronc et il a dit ce qu'il avait devant les yeux, mais. C'est que je suis pas, en fait, pour être bien honnête, moi, en mangeant, je mange. Bon, Et en buvant, je bois. Non, mais ça, on s'en fout, l'histoire. Je suis pas sommelier et moi, les accords, mes vins, ça m'énerve. C'est tellement mignon, mais voilà. Bon, il avait... Alors, on le dira à Philippe Meunier, bravo. Il avait envie de dire un truc. C'est un ami qui est sur les accords, mais. Là, on est à la. Et de l'aïkido aussi, pour ça. S'il te plaît, pas de diversion. On est terminé. On a terminé parce qu'on a ça fait. J'ose pas regarder. Voilà. Oh, ça fait, il reste 20% de batterie surtout. Voilà. Donc, quel est le message que tu aimerais faire passer, soit maintenant, soit après ta mort, on s'en fout. Quel est le message que tu as envie d'envoyer au monde? Mais c'est vrai que si tu m'avais posé la question de but en blanc, je pense que j'aurais pu y répondre. Maintenant c'est la troisième fois que tu me dis, attention, la question vient. Je pense que non. Tu as le droit de dire, là, je suis pris au dépourvu, je réponds pas. Non, mais c'est une responsabilité inouïe. Un message à passer. Les 18 précédents sont modestes, les 18, ils ont joué le jeu, ils ont sorti. Mais oui, mais non, mais. Je vais dire une. Mais tu as le droit de dire, non, pour moi. Vive le Québec libre, tu vois, le général de Gaulle, tu vois. Je t'aurais sorti quelque chose comme ça, de but en blanc. Là, en fait, tu aurais pu me dire, vive le vin libre au Québec. Vive le vin libre au Québec. Mais c'est pas ton sujet. Je sais pas, mais après maintenant, je suis archi jaloux de tous les vignerons québécois. Parce que je me dis, moi aussi, je voulais le faire. Moi aussi, j'aurais voulu le faire. Mais c'est pas ça, juste ça. Non, ce que j'aimerais, c'est pas fini. Ouais. En fait, si tu as une certaine conscience de ce qu'est le monde. Voilà. Libre. Ce terroir d'arènes glyciques. Alors, des arènes, c'est des sables, hein, de gneiss à Caramani, mais c'est des terroirs des dieux. Et il y a des carignans, des vieilles parcelles de carignans, des carignans centenaires, issus de sélection massale, qui remontent au Moyen-Âge. Ces parcelles-là, c'est le carignan authentique, le carignan de coteaux de terrasse, et ça, vive ce carignan. Et je pense qu'il faut l'exhumer. Parce que, là aussi, Caramani. Tu vois qu'il a un message, hein. Voilà. Là aussi, Caramani, oblige à passer le carignan en macération. Côte du village Caramani, c'est pas une communale. Oui, bon, ça viendra. Tu vois, dans 10 ans, c'est l'objectif. Voilà. Non, mais tu seras sorti, tu seras en 29 phrases dans 10 ans. Je peux te le dire déjà. Je sais pas, je vais me battre pour que ça bouge, quoi. J'aimerais bien que ça bouge. Si tu commences à faire bouger le cahier des charges sur les encépagements. Non, l'encépagement, il me gêne pas. Et le problème, c'est qu'on nous oblige à faire de la macération carbonique avec les carignans. Oui. Pourquoi? Mais c'est ce qui a fait plonger la Tour de France des Caramani. Mais pourquoi? Ils n'ont jamais décollé à cause de ça. Pourquoi? Parce que le carignan de plaine, oui, il est lourd, il est puissant, il est tannique, d'accord. Mais le carignan de coteau, il est élégant, il est fin, il est floral. Ça pourra faire le titre parce que c'est bien vendu. Vive le carignan des coteaux de Caramani et qu'il revive. En fait. Ça, c'est un beau message. Que revive le carignan de coteaux de Caramani. Tous les vieux de Caramani le savent. C'est là qu'on faisait vraiment. Wow! On a bien fait de venir. On termine au sommet. Alors moi, j'ai mon rituel qui est de proposer un proverbe détourné. Donc aujourd'hui, ce sera « Qui perd ses verres ne boit plus ». Et nous allons remercier Nicolas Codeville, qui est celui qui a pensé à Vinoscopie, Iris, caviste, épicerie à Perpignan, 6 rue de la Révolution française, où on trouve des vins extraordinaires, des saucissons merveilleux, et tout un tas d'autres choses que vous pouvez venir découvrir. Et bien sûr, Charles, parce que lui, malheureusement, il ne pourra pas revenir, hein, ou alors dans 2 ou 3 ans, on va faire les Vinoscopies 2, la revanche. Pour avoir 2 nouveaux Charles. Mais normalement, tu reviens plus. J'aurai un tracteur et un grappoir mécanique. Tu garderas les grappoirs électroniques. Le domaine de... L'Android qui grappera lui-même. Oui, c'est ça. Ça reste à la main. Merci, le robot, mais... Charles. Vous pouvez réécouter ou écouter sur l'Archipel Contre-Attaque. Voilà. Nous vous remercions de votre attention, de votre patience. Nous avons fait découvrir un philosophe vigneron, mais surtout un homme plein de valeurs et qui réfléchit à ce qu'il fait. Et le résultat est dans la bouteille. C'est du velours et du satin. Merci à tous.